Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 38. Et je suis avec un ami qui est très cher à mon cœur. Il a été le deuxième président de l'Odyssée. Il est venu pour nous accompagner pour les séances d'au revoir. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril et ce soir, ce sera la dernière séance ici à l'Odyssée, dans le cinéma municipal, qui, à partir du 9 avril, ne s'appellera plus l'Odyssée. Et cet ami, c'est Dominique Chancel. Bonjour Dominique. Bonjour Farouk. Alors, rassure-moi, tu n'es pas venu pour être sûr qu'on va fermer, mais pour nous accompagner par amitié. Surtout parce que c'est avec beaucoup d'émotion que, ayant été à la première séance de cinéma de l'Odyssée rénovée, j'assisterai à la dernière séance. Indépendamment de notre cher Eddie Mitchell, ça sera certainement un grand moment d'amitié et puis de reconnaissance du travail accompli pendant toutes ces années. Merci, cher Dominique. Oui, intéressante coïncidence, nous avons ouvert au public les écrans de ce lieu que nous avons animé, que nous avons ressuscité et qui a été classé aussi en grande partie grâce à notre action dans les 50 plus belles salles de cinéma du monde, à la 29e place, Strasbourg, ville de 280 000 habitants, par la revue célèbre londonienne Time Out. Et c'est le jeudi 7 avril 2022, pratiquement 29 ans et 7 mois après, que se referme cette longue, passionnante et formidable aventure qui a été celle de l'Odyssée et qui renaîtra de ses cendres et qui se poursuivra ailleurs. Mais c'était l'occasion pour échanger avec Dominique qui fait partie de l'équipe Canal Historique, si vous voulez, des rencontres cinématographiques d'Alsace. D'ailleurs, comment est-ce que tu es venu aux rencontres cinématographiques d'Alsace ? Les rencontres cinématographiques d'Alsace, c'est quand même une aventure collective qui date maintenant de, si je ne dis pas de bêtises, de l'année 1983. Réunion d'abord informelle à partir d'une série de stages d'enseignants, notamment d'enseignants d'histoire-géographie, beaucoup, à propos de l'amour du cinéma. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à partir du moment où on décide de transposer la passion du cinéma dans une entreprise d'ouverture au public et puis aussi de transmission pédagogique au jeune public, au public scolaire et à toute cette sorte de choses. C'était en 83 qu'il y a eu les premiers stages et à Colmar et c'est quelques années plus tard, je crois en 86, que l'association RCA est née officiellement. Voilà. Alors, si tu permets, ces stages ont commencé sur l'initiative de 3 mousquetaires, c'est-à-dire 4 personnes, et de mon grand Georges qui, lui, officier et continue encore à être très actif et qu'on salue au passage dans la région de Wissembourg. L'Outreforêt. Et il y a aussi 2 compagnons amis très proches qui sont tombés en cours de route, fauchés par la maladie. Édouard Zulc, la grande salle de l'Odyssée porte son nom, et José Clemente. Les salons de l'Odyssée portent le nom de Forum José Clemente, et c'est l'occasion d'honorer leur mémoire et de dire comme ils nous ont manqué et que la tristesse de leur disparition continue à être présente, à piquer nos cœurs, nos sentiments, nos émotions et notre esprit. Alors, à partir des stages, donc une association valeureuse et tourbillonnante se met en place avec le projet. Je me souviens encore d'un terme qu'avait lancé Farouk sur le marché. Nous nous étions transformés en horde ambulante, c'est-à-dire que nous passions d'un cinéma à l'autre. Je ne veux pas énumérer ces salles dont la plupart ont disparu d'ailleurs maintenant, et nous présentions des films avec déjà cette ambition de faire vivre le cinéma d'abord en remettant en circulation des copies rares, parfois oubliées, mais en les accompagnant, avec toujours cette idée que le rôle de passeur, c'est un rôle formidable dans le cinéma. Serge Danet l'a théorisé avant nous. Oui, nous avons été des modestes passeurs, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer. Et c'est des grands, grands moments
Voilà, les débats qui parfois semblaient à l'époque un petit peu ringards, scolaires, un truc de vieux prof. Non, c'est un moment d'échange avec les publics, c'est un moment de rencontre incroyable, c'est un moment parfois d'engueulade, et il n'y a rien de tel qu'une bonne engueulade à propos du cinéma pour faire vivre la passion de cet art. Hein. Tout le monde se souvient que la France, pays de la cinéphilie, c'est aussi le pays des polémiques cinéphiliques les plus cruelles, les plus violentes, hein, entre le Mac-Mahon, les cahiers du cinéma positif et toute cette sorte de choses. Eh bien, nous sommes fiers d'avoir réussi parfois à continuer les polémiques. Et des polémiques, oui, qui étaient constructives et pas sur des attaques personnelles. Bien sûr. Mais sur des interprétations, d'analyse filmique et tout ça. Sur l'intolérable plan séquence que voilà. nous aurions aimé faire. Voilà, comme disait l'autre. Et c'est ainsi que le projet Odyssée est né, puisque la Horde ambulante, on s'est rendu compte que c'est quand même difficile de travailler avec des cinémas qui avaient leurs propres contraintes, tout à fait légitimes, commerciales en quelque sorte, et que l'idéal aurait été d'avoir une salle, un lieu, pour développer et décliner le cinéma autrement. Et si tu te souviens, on avait envisagé une salle qui était une ancienne salle fermée qui était située Grand Rue, l'Ariel, qui était l'ancien Eldorado, ou l'Eldorado initial, créé en 1906. Et celui qui gérait le fonds de commerce de ce cinéma avait demandé une somme d'argent très forte. Alors du coup, quand on a appris que l'ABC, initialement lutté, avait fermé ses portes en juillet 1986, la même année que la fondation des RCA, et que ça appartenait à la ville de Strasbourg, eh bien, c'est l'occasion d'entreprendre la ville, si je puis dire. Et pendant qu'on entreprenait la ville, qui nous écoutait la municipalité de l'époque, toute nouvelle municipalité à l'époque. Avant même, de monsieur Marcel Rudloff, monsieur très très gentil, mais ils n'étaient pas convaincus. Ils pensaient que c'était un théâtre, alors que ça n'a jamais été un théâtre, ce lieu. Et c'est Norbert Angel à qui je rends hommage une fois de plus, parce qu'il était à l'affût de projets pour l'équipe qui allait être candidate et qui allait gagner les élections municipales en 89 de Catherine Trautmann. Et il a repris notre projet de réouverture de l'ABC. Et deux surprises formidables. Leur équipe a gagné. Et deuxième surprise, ils ont tenu leur promesse. Et ils ont adopté le projet. Voilà, ils ont adopté le projet, qui a été l'objet de polémiques, tu t'en souviens. Déjà à l'époque, bien sûr. Venant de deux horizons. D'une part, les milieux culturels du cinéma, ou autoproclamés culturels, les mauvaises langues diraient les cultureux du cinéma, qui nous avaient laissé bien seuls quand on avait lutté pour cette réouverture, qui pensaient que c'était impossible. Et à partir du moment où c'est devenu possible, on dit, bon, vous êtes des peines à jouir enseignants, donc poussez-vous, c'est nous qui allons. Et ils n'ont pas été susceptibles de proposer un projet cohérent qui puisse satisfaire aussi le Centre national du cinéma. Et c'est ainsi que l'Odyssée est né, parce que la ville a choisi notre projet. Mais aussi, il y avait une opposition de la part des salles commerciales, qui avaient une approche dans leur logique, malthusianiste, en disant il y a un gâteau, et donc si on rajoute une salle, les tranches du gâteau seront plus petites, alors que nous avions une approche keynésienne de l'offre, voilà, et provoque une augmentation de la demande. Et d'une offre souvent très différente quand même, parce que vous le savez, toute l'histoire de l'Odyssée l'a assez montré. Il y a eu à l'intérieur de ce cinéma la redécouverte de films du patrimoine, souvent oubliés, mais il y a eu aussi un formidable appel d'air pour les cinématographies européennes, peu distribuées ou pas du tout distribuées, ou simplement des auteurs valeureux qui n'arrivaient pas à trouver leur place dans les circuits commerciaux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve, même si, bien entendu, tout n'a pas été toujours parfait dans les contraintes de programmation, c'est d'avoir proposé au public strasbourgeois, je ne sais pas s'ils s'en sont toujours rendus compte, une palette d'une richesse incroyable qui balaye tout l'horizon du cinéma dans ses recoins, si je puis dire, les plus inattendus. Moi, je me souviendrai toujours, c'est pas un auteur maintenant un peu oublié,
un certain Marcel L'Herbier qui disait une chose déjà dans les années 20 que j'ai toujours trouvé très juste, il ne faut pas confondre les goûts du public avec ses habitudes. Eh bien nous, on a essayé de fracasser les habitudes du public pour peut-être leur donner non pas de nouveaux goûts, ce n'était pas à nous d'être les arbitres des élégances, mais en tout cas de nouvelles curiosités. Et la curiosité, c'est ce qui fait vivre dans le domaine de l'art comme dans le domaine de la vie. Oui, l'aventure de la découverte. C'était L'aventure de la découverte. Vous voulez proposer qu'en termes élégants, tout cela est dit, et c'est là qu'on reconnaît the touch of Dominic Voilà. Chancel. Je profite lâchement de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant ce vaste public que je devine derrière l'écran pour rappeler que cet énorme projet a été certes un projet collectif, mais qu'il n'aurait pas été possible sans l'énergie, la détermination farouche et quand même le courage de travail d'un homme, Farouk Gunalté. Je tiens quand même à remercier ici, certainement. Mais dans la fin du Décaméron, la dernière séquence du Décaméron que j'ai revue ici il n'y a pas peu de temps, on voit Pasolini, vous savez, qui joue le rôle d'un peintre du Quattrocento, d'un fresquiste, qui est devant son œuvre achevée et qui dit cette phrase assez étonnante venant de Pasolini. Finalement, est-ce que c'était la peine de réaliser ce que j'avais si bien rêvé? Eh bien, Farouk nous a montré le contraire, qu'on pouvait réaliser des choses qu'on avait très fortement rêvées. Merci, et c'est vrai que on est allé plus loin que ce que disait Jules Verne. Il disait que ceux qui ont imaginé une chose, d'autres la concrétiseront. Ouais. Et bien nous, on a eu la chance d'imaginer et de concrétiser. Et c'est vrai que c'était un défi qui était quand même un peu fou et insensé, puisque faire revenir du public dans un lieu qui avait été déserté pendant 6 ans, c'était pas une mince affaire. En plus, avec une programmation qui se devait d'être non concurrentielle avec le secteur privé, donc de montrer des films qui n'avaient pas une grande valeur commerciale, une grande valeur artistique, culturelle, etc., mais pas commerciale. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle, quand on a été confronté à la période de confinement, qui a désarçonné un certain nombre de gens, nous, on n'a pas été, parce que on avait déjà vécu ce que c'était que de faire revenir un public dans un endroit déserté depuis 6 ans. Et moi, je voudrais aussi, dans cette conversation un peu à saut et à gambade, comme aurait dit Montaigne, rappeler l'intérêt formidable pour toute une série d'associations d'avoir eu comme lieu d'accueil l'Odyssée pour présenter justement des films, des thématiques, des débats qui ont été souvent très très réussis. Alors évidemment, c'est dans l'épaisseur du temps, on les oublie, mais on a vu ici des gens comme Marc Ferro, on a vu Francesco Rossi, on a vu Dino Risi. Voilà, Dino Risi, on a vu des cinéastes qui étaient total. Moi, je me souviendrai toujours avec une émotion formidable d'un cinéaste bulgare dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui était venu juste dans le début des années 90. Nicolas Volev. Quelle mémoire. Juste au moment où le mur était tombé, où donc les cinéastes de l'Est pouvaient plus facilement venir, il avait été invité à Strasbourg, à l'Odyssée. Il avait loué un smoking qui était un peu élimé, un peu râpé, et il avait un nœud papillon un petit peu mal foutu. Il était tellement content enfin de montrer son film, qui était d'ailleurs un très beau film, une très belle histoire d'amour. Il y avait vraiment très peu de monde dans la salle, peut-être 10 personnes. Mais le débat avait été d'une richesse magnifique parce que les gens avaient été séduits par ces images de cet amour bulgare. Et en fait, le réalisateur était reparti extrêmement heureux d'avoir rencontré, d'avoir touché un public occidental, d'avoir porté ces images au-delà de ce qu'il avait jamais pu imaginer. Oui, parce que notre objectif, c'était de rendre accessible au public de Strasbourg le plus large éventail possible de la création cinématographique, parce qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, avec le monopole du cinéma américain, et je profite de l'occasion pour rappeler que nous n'avons rien et que Dominique et moi, je pense, ne pas exagérer en le disant, on a été formés dans l'amour et la fascination du cinéma américain, mais le monopole du cinéma américain, c'est pas bien. Ça serait le monopole du cinéma luxembourgeois ou du Vatican, ça serait pas bien non plus. Non pas qu'on ait quoi que ce soit contre le cinéma du Luxembourg et encore moins
contre le cinéma du Vatican, car les voix du Seigneur sont impénétrables. Et l'Église catholique a toujours su faire parler les images avec beaucoup Voilà. de talent, Voilà. depuis la contre-réforme notamment. Et donc, mais bon, il y avait peut-être que 10 personnes dans la salle, mais pour ne pas alimenter les polémiques des Mais elles sont des reparties chagrins, heureuses, ces personnes, Voilà. c'est ça qui est important aussi. je profite de l'occasion pour dire qu'on s'est amusé à faire les comptes. Eh bien, depuis le 24 septembre jusqu'au 7 avril, eh bien, nous aurons drainé dans ce lieu ressuscité 1 990 000 spectateurs. En fait, 988 800, quelque chose comme ça. Bon, allez, on va dire 2 millions s'il n'y avait pas eu le confinement. Allez. Voilà, peut-être, mais en tout cas 1 990 000 spectateurs, ce qui n'est pas rien, avec une programmation de films sans aucune valeur commerciale ou très, très peu de valeur commerciale, mais une grande plus-value de création artistique. Tu es d'accord? Absolument. Et puis vraiment, je crois qu'on se souvient tous d'un certain nombre de débats, à la fois très chaleureux, très instructifs, où le public participait beaucoup, où il y avait des échanges très fructueux. Et puis, au hasard, on aime égrener quelques souvenirs. Moi, je ne me souviendrai pas, par exemple, d'un cinéaste aussi un peu oublié, un cinéaste africain, Med Ondo, qui était venu nous présenter un film qui a sans doute un peu disparu, mais qu'il faudrait retrouver, Saraounia, sur la mission Vous les chanoines, les méfaits d'un colonialisme sauvage dans ce qui était le Soudan, des choses comme ça. Medondo était là, il avait pu parler, s'expliquer. Il y avait aussi à ce moment-là Odile Gerg, qui est une universitaire brillante de Strasbourg, qui travaillait sur l'Afrique. C'est ce genre de rencontres qu'on a aimé organiser, qui ont été des rencontres toujours passionnantes, et je dirais de haute tenue intellectuelle en plus, parce qu'il y avait, disons, des connaissances solides, établies, ce n'était pas simplement des échanges de café du commerce. Et disons à propos de Medondo que pour rendre hommage à qui est malheureusement disparu, il faisait beaucoup de doublage de Eddie Murphy. Voilà. Et donc des films. Il en vivait. Les flics de Beverly Hills et des choses de ce genre, il en vivait aussi. Et quand il parlait, soudain Eddie Murphy, puisque c'était sa voix, tenait un discours anticolonialiste, humaniste, progressiste, de gauche, évidemment. Et c'était un enchantement formidable. Il est venu plusieurs fois et c'était un grand baobab, si vous voulez, de la création cinématographique. Qu'il repose en paix, ce cher Medondo. Et alors, dans les autres réalisateurs venus, ceux qui t'ont frappé parce que tu étais présent. L'intelligence et la grande classe, Peter Greenaway. Oui, alors quelle élégance. Quelle élégance. Et on avait la chance à ce moment-là d'avoir comme passeur, pour le coup, le toujours sémillant Michel Simon, pour qui j'ai une petite vénération, d'abord parce que c'est un véritable encyclopédie du cinéma, et c'est quelqu'un qui a toujours aimé et défendu les films, et c'était une soirée absolument merveilleuse. Quatre soirées, mais on se souvient d'une par exemple, où Peter Greenaway dialoguait avec Michel Simon, qui en même temps en faisait la traduction très, très rapide, et où vraiment les échanges ont atteint un très très haut niveau d'analyse de ces films, puisqu'il était venu finalement présenter une rétrospective de tous ces films et d'en parler longtemps. Et tu étais là quand Louis Malle est aussi venu 2 fois. Louis Malle, là aussi quelqu'un d'extrêmement chaleureux. On avait de longs rapports avec Louis Malle parce qu'on avait commencé, alors que nous n'étions encore que cette petite association confidentielle alsacienne, les RCA, on avait été invité à la première de Au revoir les enfants, sur lequel nous avions fait, avec José Clément notamment, un dossier scolaire, puisqu'il s'agissait d'accompagner le film, on connaît le thème, je ne vais pas y revenir là-dessus, dans une distribution à destination pédagogique. Et Louis Malle nous avait vus à ce moment-là, on avait tissé déjà des premiers rapports d'amitié, il était venu à l'Odyssée, nous avions mangé ensemble, etc. Un homme absolument charmant et une qualité, disons, d'analyse des films et de perception de la société formidable. Parce que j'ajouterais, mais ça c'est peut-être un défaut plus personnel que celui de l'ensemble de l'équipe de l'Odyssée, nous avons beaucoup travaillé avec José Clément et d'autres sur les rapports entre cinéma et société. La façon dont le cinéma n'est certainement pas un miroir, ou alors ce serait un miroir biaisé, mais où c'est un formidable révélateur. Tavernier disait un sismographe
qui enregistre toutes les secousses de la société. Et c'est un petit peu sur ce point que souvent nous avons essayé de travailler dans les débats. Ce qui n'enlevait ni, bien sûr, le goût esthétique, ni le simple plaisir de voir de bons films et de se marrer un bon coup ensemble. Taverny qui est venu Plusieurs fois, oui. Tu as été témoin. Tu te souviens de Dino Risi, de Francesco Rosi aussi Oui, toujours toute une série de gens qui sont venus, Théo Angelopoulos, ami fidèle, puisqu'il est revenu 3 ou 4 fois, etc. etc. Et en même temps, Dominique était le fougueux et vaillant animateur d'un ciné-club d'histoire, justement. Et grâce à Dominique, eh bien, on a eu une soirée qui était assez mémorable, où eh bien, il y avait des jeunes étudiants et étudiantes, aujourd'hui ce ne serait peut-être pas politiquement correct de le dire, mais qui faisaient une espèce de haie d'honneur aux deux débatteurs, c'était Il y en Claude a- Aziza voilà, et Claude Alexandre Farnoux, l'un Voilà. pour la latinité, l'autre pour l'hellénisme, à propos d'un film qui s'appelait, je crois, Le Choc des Titans. Voilà, Le Choc des Titans, et ces étudiantes et étudiants étaient en petite jupette à la mode de l'Antiquité. Voilà. Avec C'est de une remarquables bussins, et Voilà. il jetait sur le public, ébahi bien entendu, des pétales de rose. Des pétales de rose. Voilà, ça c'était aussi un des grands moments. Et puis tu as aussi vu des réalisateurs grecs, turcs. Oui, bien sûr. J'ai été le premier concerné par cette découverte inouïe de gens dont on n'a jamais entendu le nom, bien sûr, et qui se révèlent par leur cinéma, par leur discours, d'une profondeur, d'une humanité absolument remarquable. Alors pour ça, c'est des noms un peu oubliés. Moi, j'avais adoré Monsieur Luftu Akkad, qui a été un cinéaste déjà âgé en Turquie quand il était venu, qui était venu présenter des films à l'Odyssée dans une quinzaine turque, et qui était d'une générosité et en même temps d'une modestie vraiment tout à fait formidable. Et il nous avait présenté par exemple un film qui s'appelle Jelin, La belle fille, qui était un magnifique film déjà dans les années 70, sur l'émancipation des femmes. Comme quoi on n'a pas attendu MeToo pour en parler. Et sur une critique de l'obscurantisme intégriste. Absolument, aussi, déjà. Lütfü Akkad, c'était celui qui a inventé le langage cinématographique dans le cinéma turc, puisque auparavant c'était plus du théâtre filmé que vraiment du cinéma avec montage, chant contre chant, enfin bref, c'était un monsieur formidable, qu'il repose en paix aussi. Tu as d'autres. Et puis il y a Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, oui, mais sur lesquels. Bon, moi, c'est une soirée qui m'est toujours restée un petit peu en travers de la gorge, parce que Godard, c'est donc un personnage qui est évidemment brillant intellectuellement, qui peut développer des choses tout à fait remarquables, mais qui, parfois, je dois le dire, est un petit peu insupportable humainement. Et devant notre public et devant même notre équipe, il n'a pas été toujours extrêmement chaleureux. Mais bon, il lui sera beaucoup pardonné. Il venait présenter son film sur la guerre des Balkans qui s'appelait Forever Mozart, et la réplique lui était donnée à Cohn-Bendit, et c'était une soirée finalement très contrastée, très drôle, parce que Daniel Cohn-Bendit, on le connaît, était plutôt dans l'humour, la dérision, ou comme cela de temps en temps le contre-champ, alors que Godard était ce soir-là un petit peu tendu et plutôt un petit peu sur la défensive. Il était tendu parce qu'il attendait la venue de telle ou telle personne qui n'est pas venue à la soirée, mais c'était la 4e fois qu'il venait à l'Odyssée, et les autres fois ça s'était très bien passé. Absolument. Et Jean-Luc Godard, c'est quand même une grande intelligence. Bien sûr. Et tu te souviens, on l'avait emmené manger. Alors on avait commandé à l'époque avec nos fameux moyens une bonne bouteille de rouge, et toi et moi on l'a regardé, et Marcel Vander qui était avec nous, on l'a regardé avec stupéfaction, parce qu'il avait commandé de l'eau gazeuse et il a mélangé cette bonne bouteille de Bourgogne avec de l'eau gazeuse, et on était un peu, disons, surpris. Oui. Voilà. Ulcéré. Non, pour en revenir à Godard, quand même, on va rendre à Godard ce qui lui appartient. On a tellement souvent utilisé sa formule absolument magique: la télévision fabrique de l'oubli, le cinéma fabrique de la mémoire.
Et c'est bien dans le cadre de l'Odyssée que cette mémoire cinématographique a pu vivre, continuer, se revivifier, parce que la mémoire, c'est comme en informatique, hein, il y a une mémoire morte, et puis il y a des mémoires vives, et il faut sans arrêt que la mémoire vive remette en fonction les profondeurs des mémoires mortes. Et c'est lui qui avait eu ici aussi cette très belle formule, il y a ceux qui servent le cinéma et ceux qui se servent du cinéma. Voilà. Voilà. Et donc, grand hommage et beaucoup de respect quand même. Ah, bien sûr. Jean-Luc Godard qui lisait à table, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus lui serrer la main et demander un autographe. Et il avait eu ce propos qui était montré un peu une certaine part de désespoir. Il disait, tout le monde me connaît, mais personne ne voit mes films, ou ne regarde mes films. Ça, c'était une chose assez formidable. Ah, Alors... Juste, tiens, oui, un petit flash personnel. C'est quelqu'un qui a une carrière parfois controversée, puis bon, il semblerait, on ne va pas rentrer, qu'elle a eu des passages difficiles dans sa vie, mais je me souviens d'une soirée absolument formidable avec Catherine Breillat, qui présentait son film Parfait Amour, et elle avait absolument à la fois énervé au maximum la salle, mais en même temps l'enthousiasmer, parce que c'est une femme de débat extraordinaire, qui sait très bien provoquer, mais s'arrêter ensuite, s'ouvrir, et c'est une femme très intelligente, très brillante, et qui, ma foi, servait très bien, par le cinéma, aussi la cause des femmes. Mais c'était une cause très particulière, mais c'était une façon très subjective d'envisager, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette rencontre avec Catherine Breillat. Que tu avais animé de façon magistrale. Oui, que j'avais animé, puis surtout, on l'avait ensuite, on avait été mangé avec elle, et la conversation avait été à la fois éblouissante et tout à fait étonnante. Voilà. Ouais, je n'en dirai pas plus. Alors, la force du destin fait que, en 98, tu as été, les vents du destin t'ont poussé vers d'autres horizons, en dehors de Strasbourg. Alors, on ne va pas faire uniquement les souvenirs d'anciens combattants avec toi. Où tu t'es installé dans le sud, près de Aix, en Provence, et tu as continué une activité dans le domaine du cinéma pour le plus grand bonheur des cinéphiles et du public de cette région-là. Et alors, quand tu regardes de l'extérieur de Strasbourg, tu as toujours, et je t'en remercie, gardé des contacts avec nous, avec l'Odyssée, qui est aussi ton enfant, à toi. Quels sont les observations ou les considérations que ça a provoqué pour toi? Alors, j'ai peur de passer vraiment pour stipendié par la propagande Staffel, mais je voudrais dire quand même que c'est une chance extraordinaire d'avoir un outil comme l'Odyssée sur une ville comme Strasbourg, parce que dans le Midi, hein, Aix-en-Provence, Marseille, Salon de Provence, il y a des initiatives, bien sûr, il y a d'excellentes salles, il y a de l'art et d'essai, il y a des programmateurs avisés, mais il n'y a absolument pas l'équivalent d'Odyssée, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, cette palette incroyable de films européens, hein. Quand on parle beaucoup, on se garérise l'Europe, mais il faut voir les films de l'Europe. Ce sont eux qui nous donnent l'idée de ce que c'est que notre continent et la façon dont on arrive petit à petit à le travailler, à le mettre en harmonie. Bon. Et vraiment, si on peut dire une chose, c'est que à l'Odyssée, il s'est sans doute passé, je ne prétends pas connaître l'ensemble de la profession en France, mais il s'est passé un petit miracle qui n'a pas eu lieu très souvent. Cette façon dont les publics ont pu rencontrer des films venus de toute l'Europe, avec des réalisateurs venant de partout. Oui, à Marseille, il y a des organisateurs valeureuses qui montrent des films. Oui, on peut, par exemple, il y a un très joli petit festival à Salon de Provence, dont nous sortons, qui montre là pendant une semaine, 15 jours, toute une série de films d'Amérique latine, du Maghreb, etc. Mais il n'y a pas ce qui fait l'originalité et la force de l'Odyssée, cette continuité tout au long de l'année. Farouk nous avait dit, quand on avait ouvert la salle, je veux faire un festival permanent. Nous, on avait un peu ricané, parce que festival permanent, ça fait oxymore, quoi. Un festival, c'est festif, donc ça va être qu'un moment. Pour qu'il y ait des temps forts, il faut qu'il y ait des temps faibles. Ben non. Finalement, Farouk aura réussi ce pari insensé de faire de l'Odyssée un festival permanent, avec pas trop de tapis rouge, pas trop de smoking, mais toujours l'amour et la passion du cinéma. Ben écoute, merci beaucoup. Je vous en prie. L'amitié rend aveugle, dit une formule populaire. Tu es trop gentil,
tout ce que tu dis est pas Alors, forcément réaliste, on a raté des trucs, bien sûr, mais bon, Voilà. ça fait partie des grandes aventures humaines. Qui ne fait rien ne fait pas d'erreur. Et que jette la pierre le premier qui n'a jamais péché, comme disaient les saintes paroles et Saintes les Écritures, saintes écritures. Ben, je vais te laisser, parce que ça a été une belle conversation, et le temps avance, et je te laisse le soin de dire le mot de la fin, cher Dominique. Bon, alors, c'est facile, je m'en sortirai toujours dans les débats. Oscar Wilde disait, l'imbécilité, c'est de vouloir conclure. Donc, je ne conclurai pas, mais je dirais simplement, longue vie à l'Odyssée, qui, tel le phénix, va ressurgir du brasier. Merci beaucoup, cher Dominique. À très bientôt. Au revoir. Ah oui, il faut faire au revoir. Voilà. Je n'ai pas encore l'habitude de ce